Bonjour, je suis Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Après 28 ans de carrière en duo, 4 albums studio et quelques rares concerts, les Daft Punk se séparent. Les deux hommes robots l'ont annoncé fin février à travers une courte vidéo sans donner davantage d'explications. Sous leur costume se cachent deux Français très discrets d'une quarantaine d'années, amis depuis le collège, considérés aujourd'hui comme des pionniers de la scène électro. Code Source revient sur le parcours de Daft Punk avec Emmanuel Marolles, chef du service culture du Parisien. Emmanuel Marolles, quand est-ce que vous rencontrez les Daft Punk pour la première fois ? Je rencontre Daft Punk à l'occasion de la sortie de l'album live du groupe à l'automne 2007. Et donc je les rencontre alors dans le cadre d'une journée promotionnelle un peu à l'anglo-saxonne. C'est assez minuté. Bonjour Emmanuel. Ça va ? Tout se fait très bien. Tout se présente bien, tout se passe bien. Oui. Et c'est comme si des artistes américains ou anglais venaient à Paris et enchaînaient les interviews tout au long de la journée. Et ça, dans ces cas-là, ça se passe dans une suite ou dans un bureau d'un grand hôtel parisien. Là, c'était au cœur de Paris. Et je me retrouve face au Daft Punk pour la première fois. Et vous avez conservé précieusement l'enregistrement de cette interview. À cette occasion, vous les découvrez sans leur casque de robot. À quoi est-ce qu'ils ressemblent ? En fait, ils ressemblent à l'image que je pouvais avoir dans mes lointains souvenirs des anciennes photos et des seules photos qui existaient. Donc Thomas Bangalter, c'est un jeune homme grand, brun, frisé, avec les cheveux assez courts à ce moment-là. Et puis Guy Manuel, il a les cheveux longs, assez raides. Mais finalement, ils n'ont pas tellement changé par rapport aux photos qu'on connaissait. Ils sont comment en interview ? Alors il y en a un qui parle beaucoup et l'autre qui parle peu, voire pas du tout. Thomas, lui, il parle assez longuement, il s'explique, il aime vraiment raconter la façon dont ils abordent la musique, etc. Que le fait de pas apparaître, c'était une volonté de faire les choses de façon différente. Ça n'a jamais été une critique du Star System. Professionnellement et artistiquement, je pense que c'est aussi une démarche que beaucoup de gens me semblent soutenir aussi. Et Guy Manuel, il est vraiment en retrait. Je me rappelle que lors de cette première interview, j'ai pas du tout entendu le son de sa voix, à part le moment où je suis rentré et que je lui ai dit bonjour. Mais sinon, il a absolument répondu à aucune question. Et Guy Manuel écoutait, ou soit avait le sentiment de n'avoir rien à rajouter, soit il s'ennuyait, j'en sais rien. Mais à l'arrivée, voilà, c'est une conversation qui est très sympathique, qui est vraiment dans l'échange, qui est très normale finalement, alors qu'a priori, on est face à des artistes hors normes. On va revenir ensemble sur le parcours des Daft Punk, Thomas Bangalter et Guy Manuel de Homem Christo. Ils sont nés avec un an d'écart en 1975 et 1974 à Paris et à Neuilly-sur-Seine. Dans quel milieu est-ce qu'ils grandissent ? Ils grandissent dans des milieux assez bourgeois bohèmes, on dirait aujourd'hui. Guy Manuel, lui, vient d'une grande famille portugaise, de parlementaires portugais, d'écrivains, etc. Et Thomas Bangalter, lui, il vient d'une famille d'artistes. Donc voilà, ils évoluent dans un milieu assez confortable à l'époque. Le père de Thomas Bangalter est musicien. Oui, le père de Thomas s'appelle Daniel Bangalter, connu sous le nom de Daniel Vanguard. Et il a produit plein de choses dans les années 70. Il a produit notamment du disco latino et il avait produit quelques tubes, notamment d'un duo éphémère qui s'appelait Ottawan. Alors les plus anciens qui nous écoutent se souviendront peut-être d'une chanson qui s'appelait Teoke, Tebat, Tein, qui était un truc qui passait en boucle à la radio. Il a produit aussi des chansons pour Sheila. Et il a aussi travaillé avec un groupe qui s'appelle la Compagnie Créole, que tout le monde connaît aussi. Et il a été producteur pour ce groupe. Les deux ados se rencontrent en 1986 en classe de 4e dans un collège UP du 17e arrondissement de Paris. Ils sont tous les deux passionnés de musique à ce moment-là. Oui, ils se rencontrent au lycée Carnot et ils sont passionnés de musique et de cinéma en fait. Ils se retrouvent très vite sur des goûts communs de films et de groupes. Alors ils ont plutôt une culture rock à l'époque a priori et aussi un petit peu soul. C'est vraiment ça qui va les rapprocher. En 1991, ils forment un premier groupe, Darlene. Oui, Darling, c'est vraiment typiquement le groupe de lycée, en fait. C'est plusieurs potes qui aiment la musique, qui la partagent, qui écoutent des disques ensemble et qui se disent tiens, si on faisait un groupe. Et en plus, à l'époque, les groupes qui vont se former, c'est des groupes de rock, donc guitare, basse, batterie, et c'est exactement ce qui se passe. Guy Manuel et Thomas forment Darling avec quelqu'un qui s'appelle Laurent Brokowitz et qui va être après un des futurs membres du groupe Phoenix. Techniquement, c'est assez simple pour eux puisque Daniel, le père de Thomas, est musicien, donc il a des équipements et il commence tout de suite à jouer, à répéter.
et à s'enregistrer avec les moyens du bord. Le style de musique qu'ils font, c'est vraiment ce qu'on appelle à l'époque du rock alternatif, du rock indépendant à l'anglaise. Et eux, ils sont un peu dans cette mouvance-là, on va dire rock pop, un petit peu avec un pas de côté par rapport à ce qui passe à la radio. Leur musique se fait remarquer, non pas en France, mais en Angleterre. Oui, ils se font remarquer par un label anglais qui s'appelle Diophonic. Et sur ce label, on retrouve un groupe justement de pop alternative anglaise qui s'appelle Stereolab, qui a un petit peu le vent en poupe. Et voilà, ils se font remarquer comme ça. Ils sortent quelques titres donc sur ce label Diophonic. Pour autant, ce n'est pas un succès. Le groupe se prend même une très mauvaise critique dans un magazine de référence en Grande-Bretagne, Melody Maker. Oui, le Melody Maker, à l'époque, c'est un hebdomadaire anglais, un petit peu comme les Inrecuptibles peuvent l'être à ce moment-là, et qui est vraiment une référence, et qui justement est très très à l'affût des jeunes groupes, de tous les nouveaux trucs qui sortent, etc. Et donc, le Melody Maker fait une critique de ses premiers enregistrements de Darling, et au milieu de la critique, il y a cette expression où ils disent que c'est daft punky trash, c'est-à-dire littéralement idiot, paumé et trash. Donc évidemment, ça fait pas très très plaisir parce que c'est très péjoratif et c'est quelque chose évidemment qui va être, sans le vouloir, les fondations de Daft Punk. En 1993, Thomas et Guy Manuel s'inspirent de cette critique pour former leur duo Daft Punk. Avec ce groupe, ils disent adieu au rock. Oui, c'est un petit peu la révolution électro en fait, le passage de Darling à Daft Punk. Il découvre tout le phénomène techno, tout le phénomène rave party. Il raconte notamment avoir assisté à une immense soirée techno sur les toits de Beaubourg à l'époque, où il y avait des DJ, où il y avait de la musique extrêmement puissante, où il y avait des visuels, enfin en tout cas une grosse importance de l'image. Et là, c'est un peu la révélation, c'est-à-dire qu'ils se rendent compte que cette musique-là, elle peut être aussi puissante que le rock, et aussi que techniquement, c'est une musique relativement facile à faire avec quelques équipements, des boîtes à rythme, quelques synthétiseurs, que à partir de là, tout est possible. Il y a à la fois un public, et à la fois des gens qui sont intéressés par cette musique partout. Donc, et qu'on peut vraiment atteindre en faisant des trucs dans sa chambre, atteindre des gens à l'autre bout de la terre, quoi. 2 ans plus tard, l'un de leurs titres, Da Funk, est un carton. Da Funk, c'est vraiment la première chanson qui a fait buzzer Daft Punk. Et là, à ce moment-là, il commence à y avoir un intérêt, quelque chose autour de ce groupe. C'est à la fois un tube et en même temps une chanson assez tordue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de voix, il n'y a pas de chanteur. Et c'est une montée en puissance électronique par couche, si on peut dire, qui fait que ça donne quelque chose d'hypnotique, d'entêtant et en même temps d'assez simple a priori. En 1997 sort leur premier album, Homework. 2 millions d'albums se vendent en seulement 2 mois. À l'étranger, on utilise une expression pour parler d'eux, la French Touch. Daft Punk, les punks timbrés. Les nouvelles coqueluches techno de l'Angleterre viennent de France et cassent la baraque. Signés sur un petit label indépendant écossais, leurs premiers singles ont été acclamés par la critique internationale, qualifiés de New Wave of the New Wave par une presse anglaise surexcitée. C'est quoi la French Touch ? La French Touch, littéralement, c'est la touche française, donc on pourrait dire la spécificité française, c'est-à-dire que les anglo-saxons, on va dire, ont inventé la pop, ont inventé le rock, ont peut-être touché aussi à la musique électronique, mais ce qui les intéresse dans la musique des Daft Punk, c'est justement que c'est une musique qu'ils ne savent pas eux-mêmes faire. Et justement, j'interviewais des Américains qui me disaient « Mais nous, le rock, on connaît, on sait faire. Si vous le faites, ok, vous allez le faire, mais ça ne nous intéresse pas spécialement. Par contre, cette musique électronique-là, nous, on ne sait pas faire. Ni les Américains, ni les Anglais. Et ça, c'est vraiment une spécificité française qui est née avec Daft Punk. » C'est à peu près à ce moment-là qu'ils décident de se cacher. Daft Punk au départ avance à visage découvert, mais au bout d'un certain temps,
Ils ont envie de mettre en avant la musique, qui est primordiale par rapport à ces auteurs, si on peut dire. Donc eux, ils vont par exemple faire des photos, mais les photos, quand elles paraissent dans la presse, elles sont trafiquées, déformées. Ils utilisent des masques. À un moment, ils vont faire une séance photo avec un magazine et ils disent « Ah, mais qu'est-ce qu'on peut mettre sur nous ?» Ils vont dans un magasin et ils achètent des masques vraiment que des gamins pourraient acheter. C'est une façon aussi de se protéger de la célébrité, tout simplement, qui parfois est un petit peu compliquée à gérer pour les artistes. Comment est-ce qu'ils travaillent ? Ils travaillent vraiment à la maison, pour le coup. Le premier album s'appelait Homework, donc littéralement les devoirs à faire à la maison. Et c'est vraiment ça. C'est-à-dire que cet album, il a été fait avec quelques synthés, avec des boîtes à rythme de l'époque, dans la maison familiale à Montmartre. Il y a une chanson qui s'appelle Revolution 909. C'était un clin d'œil à une boîte à rythme dont les références étaient justement 909 et qu'ils utilisaient dans tous leurs morceaux de l'époque. Ils sont complètement autoproduits et en plus ils ont une idée déjà de l'industrie musicale. Et donc très vite, quand ça a commencé à buzzer autour d'eux, ils n'ont pas signé un contrat d'artiste classique. Eux, ils s'autoproduisent, ils font tout eux-mêmes. Maintenant, on arrive à une époque où l'industrie musicale, elle est ouverte à tous. Il faut que tout le monde se lance là-dedans parce qu'on a trop eu l'habitude d'avoir des produits finis de merde qui nous cassent les couilles, mais pas pour longtemps. Et ils livrent un produit fini à la maison de disques qui le commercialise. En 2001, ils reviennent avec un nouvel album, Discovery. Le disque s'ouvre avec le titre One More Time. One more time. Oui, One More Time, c'est un titre totalement euphorisant et c'est vraiment une chanson qui va leur ouvrir le marché américain. One More Time, avec son côté beaucoup plus solaire, beaucoup moins sombre et beaucoup moins tordu que certaines chansons qu'il pouvait y avoir dans Homework, là va complètement conquérir les États-Unis. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette chanson One More Time ? Cette chanson, elle est construite vraiment à travers des samples. C'est-à-dire, on construit une chanson en allant emprunter un petit bout dans une autre chanson qu'on va faire tourner en boucle ou qu'on va déformer, etc. Le thème générique de One More Time, en fait, c'est un tout petit extrait d'une chanson d'Eddie Jones. Ces deux notes qui sont enfouies dans une mélodie qui passe a priori totalement inaperçue et qu'ils ont isolé, qu'ils ont monté en boucle. Et tout l'album Discovery va être construit comme ça, c'est-à-dire qu'ils vont emprunter plein d'extraits de chansons un peu partout qui vont sampler pour en faire un album extrêmement euphorisant. Il y a plein de tubes sur cet album. Oui, il y a plein de tubes. Il y a One More Time, évidemment, qui est la chanson qu'on entend encore en boucle dans les soirées. Il y a Harder, Better, Faster, Stronger. C'est un album qui va se décliner vraiment chanson par chanson et single par single. Discovery est un succès planétaire. À ce moment-là, les plus grandes stars cherchent à collaborer avec les Daft Punk. Oui, il y a des propositions qui viennent de partout. Il y a Madonna qui veut bosser avec eux, il y a George Michael, il y a plein d'artistes comme ça qui veulent avoir ce son-là parce qu'encore une fois, c'est un son que les Américains n'ont pas. Et eux, ils déclinent. Ils veulent être dans leur monde, ils veulent bosser dans leur coin. Les voix qu'on entend par exemple sur l'album Discovery, c'est des gens qui sont pas très connus. La voix de One More Time, c'est quelqu'un qui s'appelle Roman Tony, qui est un chanteur de funk qui sont allés dénicher je ne sais plus trop où, et voilà, qui est pas du tout connu à l'époque, quoi. Au début des années 2000, Emmanuel Marolle, ils ne font pas que de la musique. Ils vont faire un film qui s'appelle Interstellar. Ils feront un petit peu plus tard un autre film qui s'appelle Electroma. Et c'est quelque part le concept Daft Punk qui là prend toute sa dimension. C'est-à-dire qu'il y a la musique, mais il y a évidemment l'image. Il y a l'image à travers tous leurs clips et leurs visuels et les casques aussi qui vont arriver à l'aube des années 2000 puisque ils décident de devenir des robots. C'était aussi une façon de créer un univers visuel extrêmement fort. En 2005, leur troisième album, Human After All, déçoit la critique et beaucoup de fans. C'est un album qui a été fait très vite, en quelques semaines. Le contexte, on le connaît pas trop, mais moi on m'a dit qu'il y avait eu des choses un petit peu compliquées pour le groupe, des choses personnelles, des deuils, des problèmes de santé, des choses comme ça, qui ont fait que
Ils ont travaillé dans l'urgence, qu'à un moment ils se sont dit allez, on fait un disque tout de suite, on le sort et en plus on l'appelle Human After All, ce qui veut dire donc humain après tout. Et c'était une façon de dire oui, maintenant on est devenus des robots, mais on n'est pas infaillibles et on est des humains avant tout. Technologic, 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 technologic. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it. C'est pas un album qui marche très très fort, peut-être un peu dans la redite de ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant, et quelque part c'est la première fois depuis leur début qu'on se dit ouais bof avec Daft Punk. Que fait le duo pour rebondir ? Il fait un truc qu'il a pas vraiment fait jusqu'à maintenant, c'est qu'il décide de faire de la scène. Alors ça part d'une demande du festival de Coachella en Californie, qui est le festival le plus branché aux États-Unis et qui leur fait une grosse proposition financière. Ils essaient chaque année de leur en faire une. En 2006, ils disent à leur manager Pedro Winter, est-ce qu'il viendrait pour $300,000 ? Et le groupe se dit banco. C'est le début d'une tournée mondiale qui passe par la grande salle de Bercy à Paris le 14 juin 2007. Vous y assistez pour le Parisien Emmanuel Marolle. Racontez-nous ce concert. Ils se présentent en robot, en haut d'une pyramide, avec autour d'eux tout un dispositif de LED, de lumière LED. Alors aujourd'hui, il y en a partout des LED, mais à l'époque, il n'y en avait pas partout. Pour la petite histoire, quand ils ont créé le spectacle au festival de Coachella l'année précédente aux États-Unis, ils ont rameuté tous les fabricants de LED des États-Unis, tellement il y en avait sur scène autour de cette pyramide et aussi sur cette pyramide. Évidemment, les robots ne parlent pas, il n'y a pas d'échange avec le public, si ce n'est qu'il y a un échange dans la puissance. J'ai vu plein de concerts à Bercy, je n'ai jamais vu quelque chose qui dégageait autant de puissance musicale et je n'ai jamais vu non plus le public de Bercy renvoyer autant de puissance que ça. Et on a eu le sentiment à l'arrivée d'avoir assisté à un truc qu'on n'a jamais revu depuis. En 2007, le rappeur américain Kanye West sample l'un de leurs morceaux pour son titre Stronger. De 2008 à 2010, il compose la bande-son du film Tron, l'héritage. Il travaille Emmanuel Marolle, mais ils font très peu parler d'eux. Oui, c'est vraiment les musiciens de l'ombre, en fait. Pour Kanye West, ils font de la production. Et puis Tron, c'est une bande originale. Ils ne font pas d'interview, ils apparaissent pas du tout pour défendre ce projet-là. Mais en même temps, c'est un projet qui est hyper important pour eux. Et c'est un déclic parce que ça change complètement leur façon de travailler. Déjà, ils sont plus complètement maîtres des choses parce qu'ils travaillent pour une grosse multinationale qui est Disney. Et puis, ils travaillent avec des musiciens. Et ils essaient de mélanger leur musique électronique à la musique organique et acoustique d'un orchestre. Et ça, c'est totalement nouveau pour eux et ça va changer des choses par la suite. On ne sait pas grand-chose d'eux, à part qu'ils ont chacun 2 enfants. Thomas Bangalter est marié avec l'actrice Élodie Bouchez. À quoi ressemble la vie des 2 musiciens en dehors des studios ? On sait qu'ils se partagent entre Paris et Los Angeles. Leurs bureaux sont aux États-Unis. Leur vie familiale est plutôt à Paris. Leur famille habite Paris. Et ils font vraiment la navette entre les deux. Il vous est déjà arrivé de croiser l'un des 2 membres, Thomas Bangalter, comme ça, à l'improviste ? Oui, parce que de par le fait qu'on ne connaît pas leur visage, ils sont assez tranquilles quand ils sortent. Et ça m'est arrivé notamment de le rencontrer dans les coulisses d'un concert de Christine and the Queens à Bercy il y a quelques années. Et voilà, je me représente, je lui dis « Salut Thomas, tu te souviens de moi ? C'est Emmanuel du Parisien. » « Oui, bien sûr. Ça va ? Oui. Et toi ? Oui. » Et comme je le fais souvent avec les artistes, je dis « Bon, et t'en es où ? Vous faites quoi ? Vous travaillez ?» Oui, on travaille. Et c'est tout, en fait. Lui, il est tout de suite très prudent parce que, encore une fois, il cultive le secret et surtout, je pense qu'il faut comprendre aussi que les Daft Punk ne vivent pas au rythme des artistes habituels. C'est-à-dire qu'il y a quand même 80% des artistes qui vont sortir un album, faire 2 ans de tournée, faire 1 ou 2 ans de pause et puis refont un album, une tournée, etc. Eux, ils sont pas du tout dans ce rythme-là. Ils reviennent, ils réapparaissent quand ils ont des choses à dire.
Daft Punk revient en mai 2013. C'est un événement avec un album de 13 titres, Random Access Memories. Random Access Memories, donc c'est l'expression qui consiste à remettre un petit peu à zéro les ordinateurs. Et quelque part, c'est presque ça, cet album. C'est-à-dire comment, après tout ce qu'on a fait, on pourrait remettre les compteurs à zéro. Ils reprennent l'histoire à l'envers, hein, si on peut dire. C'est-à-dire qu'eux ont commencé à travailler avec la technologie de l'époque, les boîtes à rythme, les synthétiseurs, puis les ordinateurs. Et là, ils reviennent aux sources de l'enregistrement de la musique, c'est-à-dire qu'ils travaillent dans un vrai studio, avec des vrais musiciens et avec des vrais collaborateurs et des vraies voix. Et donc c'est là que soudain, les deux sorciers de studio commencent à partager des chansons avec Pharrell Williams, qui va chanter ce tube énorme Get Lucky. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. C'est une chanson qui est à la fois à l'ancienne et totalement dans son époque. C'est-à-dire qu'il y a une guitare très funky qui est faite par Nile Rodgers du groupe Chic. Il y a une mélodie qui est extrêmement simple, les voix un peu trafiquées des robots qui arrivent, et puis il y a la voix très funk de Pharrell Williams. C'est un titre qui tout de suite crée l'événement et qui devient un tube planétaire instantané. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. L'album se classe premier dès sa sortie dans de nombreux pays. Il finit par s'écouler à près de 4 millions d'exemplaires dans le monde. Le 26 janvier 2014, c'est la 56e cérémonie des Grammy Awards à Los Angeles. Les Daft Punk sont nommés dans 5 catégories, dont celle de meilleur album et meilleur duo. Leur apparition sur scène fait sensation. Ils ont dans l'idée de faire une version qui sera unique et qui ne sera pas celle qu'on entend depuis des mois à la radio. Donc on voit Pharrell sur scène et on voit déjà qu'il est avec Stevie Wonder. Donc première surprise et premier événement, Stevie Wonder sur scène avec les Daft Punk. On se demande de quelle façon ils vont apparaître, ils sont forcément là, et d'un seul coup il y a une vitre qui s'ouvre et on voit les deux Daft Punk apparaître un peu comme s'ils étaient dans leur studio derrière une vitre. On voit les gens dans le public, il y a un frisson, un frémissement dans la salle et ça commence à bouger, les gens quittent leur siège, on voit Paul McCartney qui se lève, qui a le poing levé en se disant ce qui se passe là est complètement dingue. Et voilà, et les téléspectateurs qui assistent à ce moment-là et à cette séquence-là devant leur télé se disent aussi que c'est un moment unique. Ce soir-là, il remporte 5 Grammy Awards. Ah oui, c'est vraiment une consécration, puis c'est une consécration mondiale. And the Grammy goes to Daft Punk. Il n'y a jamais eu historiquement un artiste français qui a été célébré comme ça dans cette cérémonie qui est la plus grande cérémonie musicale du monde. Il n'y a jamais eu non plus un artiste de musique électronique, qui soit anglais, américain ou français, qui a été célébré de cette façon-là. Et donc ce soir-là, quelque part, Daft Punk, ça devient les anonymes les plus célèbres du monde. Emmanuel Marolles, on en vient à l'annonce de leur séparation le lundi 22 février dans une vidéo de 8 minutes postée sur YouTube intitulée Épilogue. Elle s'ouvre sur un extrait de leur long métrage Electroma. Les Daft Punk marchent dans le désert. L'un des deux enclenche un compte à rebours dans le dos de l'autre. Ce dernier s'éloigne et finit par exploser. Un message final apparaît à l'écran, 2 dates, 1993-2021, sur un arrangement de leur morceau Touch, issu de leur dernier album. Emmanuel Marolles, depuis la publication de cette vidéo, est-ce qu'on en sait plus sur les raisons de ce divorce ? Je pense qu'il y a peu de gens qui ont le fin mot de l'histoire et qui sont dans le secret, et les gens qui sont dans le secret qu'on connaît ne veulent pas parler. Donc, à l'arrivée aujourd'hui, on se pose toujours plein de questions sur le pourquoi du comment de cette séparation. Mais eux ont répondu à leur façon et c'est une fin qui leur ressemble bien. C'est-à-dire qu'en un peu plus de 25 ans, ils ont créé un langage universel à travers leur musique où il n'y a pas énormément de messages si ce n'est amusons-nous. C'est des grands gamins finalement Daft Punk, ils sont toujours amusés et ils n'ont pas envie d'en dire plus. Les robots ont disparu, un robot ça parle pas, donc il n'y a pas de raison que Daft Punk parle.
Merci à Emmanuel Marolles. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Cet épisode a été produit par Mona Delahaye, Raphaël Pueyo et Mathias Pengili. À la réalisation, Julien Moncouquiol. Si vous aimez Code Source, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode sur Apple Podcast ou Google Podcast. Et puis dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée. Vous pouvez aussi nous écrire codesource@leparisien.fr.